Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la semaine. On est donc le lundi 10 juin 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Le thème est le suivant: construire son avenir, l'orientation qui épanouit. Alors, quand je serai grand, je serai acteur, je serai artiste, je serai astronaute, je serai pilote. C'est ce que votre enfant a toujours dit. Et en grandissant, il n'en démord pas. Voilà, et continue à affirmer ses aspirations. En tant que parent, vous vous interrogez. Est-ce que ses rêves sont réellement réalisables? Faut-il le laisser poursuivre ses souhaits ou alors le guider vers une voie plus sûre? Alors, et vous, bien sûr, avez-vous réalisé vos rêves professionnels ou est-ce que vous avez suivi justement les conseils qu'on vous a donnés? Donc si vous voulez justement en parler, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Samira Fekrech. Vous êtes psychologue, directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monia, merci pour l'invitation. Et avec nous aussi pour parler d'un autre thème et aussi pour participer au débat, Dr Sabrina Weliken, vous êtes chirurgienne pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour tout le monde. Alors avec vous, nous allons parler du retour de la varicelle en ce moment. C'est comme les boutons, il y en a un petit peu partout. Exactement. Il faut savoir... Et ça se transmet. Ça se transmet très facilement, donc on va un peu savoir comment ça se transmet, les idées reçues qu'on a par rapport à la varicelle et tout à fait. Comment surveiller son enfant par rapport à ça. Très bien. Alors nous commençons directement avec le débat du jour, donc par rapport à l'orientation. Et justement, la première question est à vous en tant que professionnel. Aviez-vous déjà une idée de ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune? Oui, effectivement. Donc, je suis médecin. Donc, toute petite, je rêvais d'être maîtresse d'école ou médecin. Et par la suite, c'était pilote, mais j'ai fini par... c'est-à-dire insister sur le fait d'être médecin et principalement, je disais, mais médecin des cancers, oncologue. Bon, je suis chirurgien et parce que par la suite, j'ai fait médecine et en faisant les stages, j'ai aimé la chirurgie et en faisant plusieurs stages, le métier, etc., la chirurgie pédiatrique, parce qu'elle est, déjà, c'est des enfants, et elle est vaste aussi, la chirurgie pédiatrique, on touche un peu à tout. Voilà. Très bien. Voilà. Alors moi, j'étais dans les sciences humaines, déjà, c'était un choix, déjà toute petite, et j'hésitais entre psychologue, parce que mon père était psychologue, et être avocate. Donc, c'était les deux métiers qui m'attiraient le plus. Qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouais. Mais bon, quand on est par la suite, quand on travaille dans les ressources humaines, c'est un mix de tout. Donc, de tout type de sciences. Et c'est là où, en arrivant au lycée, j'avais fait mon test d'orientation scolaire professionnelle et j'étais destinée plus à la psychologie qu'au droit, qui venait à un grade... 2 grades sous le métier de psychologue. Et c'est là où j'ai choisi la psychologie à l'université. Voilà. Et vous êtes épanouie dans ce que vous faites aujourd'hui. Exactement. Oui. Voilà. Et je ne regrette pas. Oui, tout à fait. Alors l'orientation n'est pas toujours évidente pour un ado pendant justement cette période critique. C'est à ce moment-là qu'on demande aux ados de choisir la branche de leur spécialité, que ce soit au CEM, déjà avec le BEM, on a déjà un premier choix à faire. Et puis après, à la fac aussi, avec le bac, et justement, on est en pleine période d'examen du bac. Justement, avant d'oublier, je souhaite bonne réussite à tous les candidats au bac, Inch'Allah, Inch'Allah, et si ce n'est pas le cas, ça sera une expérience, et les expériences sont bonnes dans la vie. Donc à ce moment-là, on est déjà vraiment perturbé, c'est une période critique dans la vie du jeune adolescent, où il y a pas mal de chamboulements qui se passent, et à ce moment-là, on leur demande justement de choisir le métier qu'ils veulent faire plus tard. Et là, je dirais aux parents et aux enseignants, à toutes les personnes qui accompagnent ce jeune, il faut écouter ce jeune. Ou cette jeune fille. Parce que on a c'est le premier message qu'on reçoit de soi.
on est orienté vers quelque chose. On a envie de faire un métier ou suivre une voie qui nous parle le plus. Mais on est impacté par la suite par notre environnement, donc par les parents, par la société, par nos enseignants, etc. Et parfois, ils nous déroutent de nos centres d'intérêt et il nous déroute aussi de ces centres d'intérêt vu un concours de circonstances, entre guillemets, qui est dû à des notes qu'on a eues et on se dit cette personne va réussir plus dans ce type d'études par rapport à d'autres. Alors que quand on revient aux intérêts individuels, personnels de l'individu, on trouvera que ça corrobore plus avec le premier souhait qu'il avait, qui a été dérouté en cours de route, que par ce qu'on lui a imposé. Parce que par la suite, il y a les parents qui imposent, il y a le système scolaire qui impose, il y a certains conseils qu'on reçoit de part et d'autre qui vont influencer le choix et la feuille de vœux qu'on va remplir pour passer du collège vers le lycée et par la suite aussi du lycée vers l'université ou vers la formation professionnelle. Parce que aussi, ce n'est pas tout le monde qui est destiné à faire des études académiques, à suivre une voie à l'université. Parfois, on peut faire de la formation professionnelle, on va être épanoui, réussir dans sa vie et trouver sa voie. Et la voie qui fera que la personne sera dans un équilibre émotionnel, mais aussi psychique et organique. Parce que quand on est mal dans sa vie professionnelle, ça va impacter automatiquement toute notre vie et nos relations avec l'environnement dans lequel on vit. Mais les parents aussi croient bien faire quand ils essayent d'imposer un choix à leur enfant. Et il y a des parents aussi qui veulent réussir ce qu'ils ont qui n'ont pas fait. Voilà. C'est plus le désir. C'est le rêve en fait qu'ils veulent réaliser à travers leurs enfants. Exactement. Et surtout les dernières années, on voit l'implication beaucoup des parents. On le voit par exemple maintenant, on est en période de bac, tous les parents qui sont devant les lycées ou les collèges pour accompagner leurs enfants et ils deviennent tous spécialistes et experts parce qu'ils le voient toujours en tant qu'enfant, ils ne le voient plus en tant qu'adolescent, en tant que jeune qui construit sa vie. Donc dès qu'il sort de l'examen, on lui confisque son brouillon, on commence à faire l'analyse du brouillon, on commence à mettre déjà un barème et faire des suppositions sur la note qu'il aura. Alors que tout ça va impacter le vécu de ce jeune, mais aussi va développer un sentiment de ne pas servir sans les autres. Donc pour lui, la réussite, c'est la réussite des parents, c'est une dépendance et c'est la réussite des parents. Donc on le voit, ce qui revient chaque année, j'ai mon bac pour faire plaisir à ma mère, j'ai mon bac pour faire plaisir à mes parents, mais pas pour se faire plaisir. Donc déjà, il faudra changer ce concept, donc se faire plaisir à soi, s'écouter, écouter ses propres intérêts. Quand on vient sur Terre, chacun de nous a des différences individuelles. Donc on ne se ressemble pas, c'est comme les doigts de la main. Mais on a besoin de tous les doigts. On ne peut pas se passer d'un doigt. Et nos intérêts professionnels, c'est la même chose. On a à des degrés différents. Donc il y a un métier qui va nous attirer le plus et où on va s'épanouir pleinement. Il y a des métiers où, on va s'épanouir, mais pas, on sera toujours à la recherche et à la quête d'autre chose. Et il y a des métiers qui ne nous intéressent pas du tout. Et c'est le cas qu'on voit souvent, malheureusement, soit en cours de scolarité, donc la personne va faire des études qui ne l'intéressent pas, et ça commence déjà quand on passe du collège vers le lycée. On va imposer à nos enfants, parce qu'on les considère toujours en tant qu'enfants, on ne les considère pas en tant que jeune adulte qui commence à se construire, alors qu'à partir de 11 ans, il a toute cette autonomie et cette faculté à choisir et à prendre ses décisions pleinement et consciemment. Mais à ce moment-là, comment l'enfant peut convaincre ses parents? Déjà, il faut discuter, il faut apprendre à écouter nos enfants, parce que malheureusement, on n'écoute jamais nos enfants. On s'écoute parler, mais on n'écoute pas nos enfants. On se dit on est plus apte à choisir à leur place, alors que non, un enfant peut choisir en pleine conscience et assumer ses responsabilités. Deuxièmement, quand on passe donc du collège vers le lycée, on voit que les parents imposent à leurs enfants tous aller vers scientifiques, les filières, mathématiques et tout ce qui est gestion littéraire, etc. Ça, c'est considéré comme c'est mis de côté, c'est dénigré et c'est considéré comme un échec social. Exactement. Et comme une tare. C'est dommage. Comment mon fils ou ma fille va suivre cette filière, aller en gestion ou aller en matière littéraire, si ça lui parle. Alors que ça lui parle. Donc apprendre à écouter nos enfants, parce que ce qui arrive, l'enfant va s'imposer une pression pendant
la période du lycée. Il va tout faire pour, parce qu'il y a ce poids aussi social et l'ingérence des parents par les cours particuliers, par une surcharge mentale. Et il va arriver à terminer, il arrivera peut-être à terminer son cursus au lycée, son cursus universitaire, mais dès qu'il termine, il a son diplôme, il dit « ce diplôme c'est pour mes parents et maintenant je vais faire ce qui me parle le plus oui. ». Et on les voit, soit ils refont d'autres études, soit il refait son bac déjà, par la suite il s'inscrit à des études à l'université qui lui parlent, qui ne correspondent pas du tout à la première trajectoire, ou bien il va aller vers la formation professionnelle et là il est épanoui. Donc apprendre à écouter déjà nos enfants dans leur choix, tout petit, dans leur choix de métier, ne pas dénigrer un métier ou une filière par rapport à une autre. Apprendre aussi à valoriser toutes les filières et tous les métiers. Il n'y a pas un métier qui est plus important qu'un autre. C'est nous. Si on a cet intérêt, on va se développer dans ce métier. Mais si on n'a pas d'intérêt à ça, on peut faire même médecine, mais on ne va pas réussir. Oh oui, voilà, je suis d'accord. On a beaucoup de diplômés en médecine qui ne veulent pas travailler en tant que médecin. Oui. On a beaucoup de diplômés en architecture qui ne veulent pas travailler en tant qu'architecte. On a des diplômés en psychologie qui ne veulent pas travailler en psychologie parce qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Rien ne leur parle dans ce métier. Ils ont réussi parce qu'il y a eu le poids social, ils ont réussi à avoir le diplôme parce que c'est académique, mais tout ce qui est épanouissement professionnel n'existe pas. Et c'est là où on va retrouver des gens qui sont perdus, soit à l'université, soit pendant leur cursus au lycée, qui vont faire une année blanche, qui vont développer des maladies, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, parce qu'il y a toujours un soubassement émotionnel et psychologique qui fait que la personne va développer des maladies pour faire parler son corps, pour dire aux autres « stop, je ne supporte plus la pression qu'on me met ». Donc, aller vers ce qui lui parle. Donc, et pour éviter tout ça, il est important d'aller vers des méthodes scientifiques et objectives qui vont nous aider à faire le choix de nos disciples d'études, de nos intérêts professionnels et de cette orientation scolaire et professionnelle. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle d'orientation professionnelle, que ce soit pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Si vous faites un métier qui ne vous parle pas, mais vous le faites quand même et que vous voulez changer de métier, parlez-nous de ça justement. Appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mais on peut se retrouver aussi en face d'un enfant qui ne sait pas réellement ce qu'il veut faire. Et est-ce que c'est normal à cet âge-là de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut faire plus tard, quand on est adolescent ? Ça arrive parce que aussi, si on n'a pas eu de modèle qui nous a marqué, qui nous a montré l'intérêt de tel ou tel métier, la variété aussi des métiers fait que parfois on est perdu. Parfois on n'ose pas dire ce qu'on a envie de faire. J'ai rencontré des étudiants qui disaient oui, moi j'avais envie de faire tel ou tel métier, mais je n'osais pas le dire ouvertement parce que j'avais peur de la réaction de mes parents. Parce que les parents avaient tel ou tel métier, ou bien même s'ils n'ont pas fait eux-mêmes d'études, mais ils aspiraient à ce que leur enfant fasse tel ou tel métier. Exactement. Donc, et si ça ne correspond pas au moule sociétal, on vit dans une inhibition et dans un refus de se déclarer ce qu'on recherche. Oui. C'est pour ça qu'avoir recours à des méthodes scientifiques est très important. Donc, ce n'est pas demander conseil et s'arrêter là. Non, il faut aller vers des professionnels, vers des méthodes scientifiques prouvées qui vont nous aider à faire ce choix. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'orientation professionnelle. Donc, si vous voulez, je vous rappelle le numéro de téléphone. Si vous voulez nous appeler et poser des questions, n'hésitez pas à formuler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un micro-trottoir que nous a réalisé notre journaliste Friel Hamdi. Et on revient tout de suite après pour en parler. Enfin, les parents, ils ont une part. Parce qu'ils ont l'espoir, ils plantent tous les espoirs dans leur enfant, c'est normal. C'est normal qu'ils veulent bien orienter son enfant dans telle ou telle branche, parce qu'il le voit déjà lui-même, il le voit déjà. C'est un peu ses aspirations. Il aspire à ce que son fils soit de certains niveaux, de certaines catégories socio-professionnelles. Mais là, vous me faites souvenir quelque chose que j'ai vécu au lycée, quand j'étais en terminale. On était au lycée et il y avait des responsables de tous les niveaux de l'État à l'époque, du gouvernement, de la culture, du cinéma, de la protection civile par exemple, de la défense nationale, de la police.
ils nous proposaient des formations ou des écoles, soit des officiers de l'armée nationale, soit la police, etc. Il y avait une ouverture sur les études et la formation qui était très forte à l'époque. Les parents, ils ont raison d'orienter leurs enfants parce que c'est des aspirations naturelles, hein, c'est normal. Anna, en ce qui me concerne, mon père m'a laissé le choix total. Nous étions grands, nous étions responsables à notre âge, nous étions déjà majeurs et on pouvait décider de nous-mêmes. Ensuite, il y avait un peu le mouvement au niveau étudiantin, au niveau de la fac. C'était le regroupement du lycée. On voulait rester encore regroupés au niveau de la fac et puis c'est comme ça que ça s'est passé. نو انايا ما نفرضش عليه حتى حاجه، هو على حسب قدراته، على حسب قرايته، على حسب واش جاب. انا ما نقول لك ندير وليدي بيلوت، ما نقول لك ندير وليدي طبيب، ما نقدر نقول لك ندير والو. هو على حسب قدراته، على حسب قرايته، هو واش جاب. باش انا نفرض عليك شي حاجه بالك هو ماهوش ناجح فيها، بالك يدير هذيك سبيساليتي ومن بعد يقطع ومن بعد يقعد ما يقدرش يلحق لهذا لو بوت. انا جو بريفير نخليهم او شوا. الاولاد او ديبار ديجا دوبوي لونفونس نتاعهم نديهم الاخر البريمير افون البريمير دايور ونعطيهم الاخر نتاعهم باش يشوفوا لو شوا نتاعهم الميول تاع ليليف. يعني كل واحد عنده رغبه تعطيه ممكن هنايا ما على باليش ستيتو بغوار، الاخر تعطيه ان ستيلو يفا ديسيني، الاخر بالك بوكو بليس فيغ لاركتيكتور اي تو. مي افيك لو طون et justement avec les capacités, حنا رانا نتبعوا les capacités تاع الاولاد. Donc une fois un stage avancé وصل للuniversité, bon après c'est bien sûr terminal, c'est نهايه الدراسه. يبقى تخصصات ما تقدرش تملي عليه واش يدير الطفل، لانه هو عنده ديجا خيار في نفسه في ذاته في ذاكره نتاعو انه يروح في اتجاه معين. لو ان الاباء نتاعنا كل واحد يحب يكون بنو طبيب، وهذه هي الخاصيه اللي عندنا هنايا، كل واحد ماذا بينا نشوفوا ولادنا طباء، الوغ كو زوطخ ميتي بلا ما نعيبوا عليهم، لانهم كل شيء راهو العلم اصلا ماهوش للتكسب. العلم ماهوش للتكسب، التحصيل العلمي هذا للانسان يكون عنده ان باجاج. ابخي لي سبيسياليتي، كل لي سبيسياليتي سواء من بانتر ولا مع احتراماتي كل لي ميتي بيان سور، سواء ماسون ولا الاخر جيسكا الطبيب اللي رانا دايرينو حنا ليدول. دونك الطفل تخليه. انا نعرف ان كا عندنا واحد نجح في الباك دون لي زاني 80، قال له باباه روح لا ميديسين. دونك بور لو شوا تاع باباه راح بور 2 ans et en mi-chemin il a arrêté, il a tout abandonné. Donc ما خرج لا طبيب ولا جونيور ولا واش كان حاب في راسو يدير. Ce qui fait on va pas imposer nos idées à الاولاد، خليه في لو شوا نتاعو باسكو ça concerne aussi la liberté personnelle. الخيار يلعب دور كبير، لان الراي تاعو والحب تاعو راح يزيد يمد لهذيك الخدمه ويكون يحبها. احنا نشوفوا دوكا بعد يعني كما يقولوا لي دبروا عليهم واليهم راهم يخدموا، لكن يقول لك كي كنت صغير الحلم تاعي ماشي هذا الدبلوم ولا ماشي هذا لا سبيسياليتي، سافو دير تبع الراي تاع باباه ولا تاع يماه. لهذا احنا نقولوا نخلوا ولادنا يعني يديروا دي ستاج ولا يعني نامبورت حاجه يحبوها باش هكذاك يقدروا يلحقوا لهذيك الحاجه اللي كانوا يحلموا بها. واحنا كاولياء تقريبا عندنا 3 مهن راهي الدور، يا اما تولي طبيب، يا اما تولي بيلوت، يا اما تولي، لكن خلوا الطفل يشوف الموهبه تاعو. Voilà, خلي الطفل يشوف الموهبة تاعو exactement. Alors aujourd'hui on parle de l'orientation professionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et en deuxième partie, nous allons parler de la varicelle qui est de retour. Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les symptômes. On verra ça, tout cela en deuxième partie d'émission. Donc on a vu sur le micro-trottoir, les avis, c'était les notes, les notes, les notes. Donc il faut aussi faire la différence entre les aptitudes et les aspirations. Exactement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc les aptitudes, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'individu. C'est un capital avec lequel on vient sur Terre, qu'on va développer au fur et à mesure de la vie, alors que le reste, c'est le quantitatif qu'on reçoit du système scolaire. Et c'est un quantitatif qui est bâti sur la restitution. Donc la restitution ne représente pas l'individu. La restitution, elle est due à un système scolaire, à un mode d'enseignement qui ne représente pas la personne. Elle a pu restituer à tel instant parce qu'il y avait l'obligation, il y avait la pression sociale, il y avait la pression éducative, mais en dehors de ça,
ça ne la représente pas. Et c'est pour ça qu'on a des individus qui ils ne sont pas épanouis dans leur métier, qui ne sont pas épanouis dans le type d'études. J'ai rencontré des personnes qui ont parcours académique, donc à l'université, qui étaient excellents majors de promo. À un moment donné, il faut un blocage et qui n'arrivent plus à reprendre leurs études parce que ça ne les représente pas. Ils ont réussi parce que le système éducatif est fait de sorte que la restitution permet d'avoir telle note, mais ça ne représente pas leurs intérêts professionnels. Les intérêts professionnels, c'est quelque chose qui, comme je disais, qui est intrinsèque à l'individu et qui est varié. Nos intérêts sont différents. Et c'est pour ça que c'est là, disons, l'utilité des tests psychométriques validés scientifiquement et qui sont reconnus à l'international, qui permettent de connaître ses intérêts professionnels, de connaître les motivations de l'individu dans tel ou tel métier ou dans tel ou tel type d'études, et de savoir quelle voie choisir. Donc, autant on fait ce type de test psychométrique très jeune, autant on évitera les erreurs d'orientation et les erreurs de choix de filière d'études, mais aussi les erreurs de métier. Par exemple, on a des gens qui, au bout d'un certain temps, ils ont fait leurs études universitaires, ils ont travaillé pendant 10, 15 ans, et à un moment donné, ils vous disent « Non, stop, j'arrête, je n'en peux plus. Ça ne me parle pas, je ne suis pas épanouie, je sens qu'il y a un frein, je ne vois plus le bout du tunnel, je n'en peux plus. Voilà, il y a des gens qui même vous disent j'ai un très bon salaire, j'ai une très bonne situation, mais ça ne me correspond pas. Ça n'a rien à voir avec moi et je me cherche. Donc là, quand on est dans cette voie, il vaut mieux aller vers des méthodes qui ont une valeur scientifique, donc des tests psychométriques qui ont cette valeur, qui permettent, il y a des tests dédiés à ça, des tests d'intérêt scolaire et professionnel, des tests de motivation professionnelle qui nous permettront de connaître ce qui correspond à l'individu et quelle voie choisir dans sa vie scolaire et professionnelle. Alors pour qu'une carrière soit épanouissante, c'est important d'allier les deux, donc les aptitudes et les aspirations pour être épanoui dans son travail et avoir la joie de vivre au travail. Exactement, et surtout les aptitudes, voir quelles sont nos aptitudes et nos intérêts vers tel ou tel métier. Autant on match avec nos aptitudes et nos intérêts professionnels, autant on sera dans un épanouissement et dans un équilibre, et même si on passe par des périodes difficiles, on arrive à s'en sortir. Je dirais, il n'y a pas une vie calme, monotone. Parce que sinon, ça donne de la monotonie. À un moment donné, quand c'est trop plat, ça va pas. Ça va pas. Voilà. Donc, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, toute vie il y a des fluctuations. C'est comme des dodanes qu'on va rencontrer dans notre vie, mais on va s'en sortir. Et ça va être des épreuves qui vont être un challenge pour nous, pour sortir de ça et sortir avec de la réussite et sortir avec une leçon de vie qui va nous servir plus tard. Mais justement, quand on est épanoui, on voit ça plus comme un challenge que un problème, quelque chose de lourd à devoir gérer ou autre chose. On va se positionner différemment. Voilà. On se positionnera en challenge et non en situation de problème. Donc le mot problème ne fera pas partie de notre lexique ni de notre dictionnaire. Alors que quand on est dans un choix de vie qui ne nous correspond pas, on est dans la situation problème. Donc tout ce qu'on vit, on le verra comme un problème. Très bien. C'est un fardeau. Oui. Exactement. Alors nous avons un premier appel, nous avons Hassan qui nous appelle de Médéa. Bonjour Hassan. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, alhamdoulilah. Alors vous n'êtes pas réellement d'accord avec ce qu'on est en train de dire sur le plateau aujourd'hui, c'est cela? Voilà. D'accord, alors allez-y. Tout d'abord, je viens de remercier l'équipe TACOM. Wallah, c'est une émission très enrichissante. J'aurais aimé qu'elle soit diffusée le soir, non pas à 10h du matin. C'est la première remarque. Deuxièmement, concernant Bark, la journaliste, elle vient de dire que c'est aux enfants de convaincre leurs parents. Moi, je pense que c'est le contraire. Ce sont les parents qui doivent convaincre leurs enfants. D'accord. Okay. Le deuxième point de vue, la psychologue vient également de dire qu'on est impacté par l'environnement. Tout d'abord, il s'agit de quel environnement? Il fallait dire l'environnement familial. Moi, je vois que maintenant, les enfants thérapeutes sont impactés plutôt par les médias. C'est-à-dire, moi, j'ai 3 enfants. Elles ne veulent ni devenir ni médecins, ni architectes, mais plutôt des joueurs de foot. Parce que chaque jour, ils regardent comment vivent les joueurs de foot tels que Messi ou Cristiano Ronaldo. J'ai une autre question, la dernière question plutôt. C'est est-ce que l'argent ou la richesse a un impact sur le choix de nos enfants? L'aspect pécunier, d'accord. Très bien. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous, merci pour votre appel. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.
Donc, c'est clair que pour les parents, il faut dire que les métiers aujourd'hui ont changé. Oui. Pour les parents, c'est faire médecin pour avoir une stabilité, c'est avoir un CDI et ne pas changer de métier parce que c'est la stabilité qui compte plus qu'autre chose, C'est plus la que noblesse l'épanouissement. aussi du métier. On voit la noblesse du métier. Voilà. Oui. Et on ne pense pas réellement À l'aspect pécunier. Exact. L'aspect pécunier, on y pense aussi parce qu'on se dit médecin, il aura un salaire, un bon salaire. Assez conséquent, pour bien vivre, bien pour vivre avoir et une tout bonne... ça. Et puis, les enfants, aujourd'hui, ils sont informés sur les métiers qu'ils veulent faire plus tard parce qu'ils voient ce que vivent les personnes qui sont footballeurs, par exemple, pourquoi pas, qui sont footballeurs, qui ont une situation aisée ou ce genre de choses. De se dire, oui, je vais être dans un bureau de 8h à 16h et puis mon salaire ne suffira pas, je voudrais prendre des vacances, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est pas très encourageant pour un enfant. Exactement. Et c'est là où, c'est pour pallier à tout ça, et là je réponds à ce téléspectateur en disant que quand on parle d'environnement, l'environnement on le laisse large parce que l'influence elle est multiple. On a l'influence des parents, on a l'influence du milieu scolaire, donc de l'enseignant, de tout le staff éducatif. On a l'influence maintenant des influenceurs, donc des réseaux sociaux qui ont un grand impact sur la vie de l'enfant et de l'adolescent, parce que ça commence par l'influenceur. À un moment donné, on pensait que c'était seulement les influenceurs qui sont sur TikTok et sur les différents réseaux sociaux. Mais l'influenceur commence déjà très jeune dans les personnages des dessins animés, des séries qu'il va suivre très jeune. Il est face à l'écran à un âge très jeune. Ce n'est plus l'enfant des années 70 et 80 qui était face à la télé à 18h. Voilà. Maintenant, il est face à la télé toute la journée, toute la nuit. Il y a des gens qui déjà, il cherche son téléphone. Exactement, où la télé ne s'éteint pas. Donc j'ai vu des nourrissons à l'âge de 3 mois qui sont face à la télé toute la journée, toute la nuit. Par la suite, c'est le téléphone qu'on met à la portée de l'enfant. À l'âge de 2 ans, il commence déjà à choisir les programmes et ce qu'il va suivre. Il y a aussi l'influence par la suite. Là, ça va intervenir les personnages qui vont être dans les séries qu'il va suivre, mais aussi à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, maintenant, c'est les influenceurs qu'on voit sur les différents réseaux sociaux. Donc, l'influence, elle est énorme. Et c'est là où c'est très important d'avoir une bonne guidance parentale, mais aussi une guidance éducative de cet enfant et de ce jeune adolescent. Il parlait aussi de l'aspect pécunier et de l'aspect si la personne évolue dans un environnement familial aisé, donc est-ce qu'elle sera attirée plus par cette aisance financière ou bien elle va choisir un métier qui ne correspond pas à cette aisance financière, et est-ce qu'il y a de la motivation à faire des études, à réussir dans sa vie quand on est issu de ce type de milieu. Pour pallier à tout ça, il est très important de revenir vers ces méthodes objective et scientifique. Donc on ne va pas rester dans des suppositions. Je vais choisir tel métier à mon enfant, je vais faire qu'il soit plus influencé par tel métier que par tel autre, parce que je connais ses intérêts, parce que je sais que la tendance maintenant elle est sur ce métier. On n'est pas dans un système de tiercé ou de jeu de hasard où on va se dire oui, j'ai mon pronostic que il va choisir tel ou tel métier. Il faut aller vers des méthodes scientifiques, faire un choix, connaître ses intérêts réels, voir le potentiel qu'a notre enfant, donc le potentiel déjà intellectuel, il est très important à cerner, voir par la suite ses intérêts scolaires et professionnels, il est attiré vers quel type de métier et d'études, donc par des groupes. Donc, est-ce que c'est plus vers des métiers littéraires? Est-ce que c'est vers des métiers scientifiques? Est-ce que c'est vers des métiers de mathématiques? Est-ce que vers des métiers où c'est plus la formation professionnelle qui va rentrer en jeu, et c'est tout ce qui est manuel qui va plus l'attirer? Et par la suite, voir aussi, est-ce qu'il est motivé par le travail en équipe? Est-ce qu'il est motivé par travailler seul? Est-ce qu'il est motivé par l'argent? Est-ce qu'il est motivé par un environnement qui est changeant, où il y a beaucoup de challenges à relever? Si par exemple on arrive à s'adapter à un environnement différent à chaque fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui aiment bien être casaniers. On l'a vu par exemple tous dans notre environnement professionnel, voir par exemple des gens qui vont recevoir une promotion, qui vont la refuser. Ils diront non, j'ai pas envie de ça ne me correspond pas, j'ai pas envie d'être responsable d'une équipe, je n'ai pas envie de gérer, je n'ai pas envie d'avoir cette autonomie de management, et il va refuser cette promotion. Et si on lui l'impose,
il fera des dégâts parce que ça ne l'intéresse pas du tout. Ou bien ça va être à son détriment, il va terminer par un burn-out, ou bien il va terminer par développer différentes maladies psychosomatiques. Donc c'est là où l'intérêt de connaître les intérêts scolaires et professionnels sont très importants. Voir ses intérêts par groupe de métier, voir ses motivations et voir sa personnalité en rapport avec l'activité professionnelle. Est-ce que ça lui correspond ou pas? Et tout cela grâce aux tests psychométriques qui sont une validés à sorte de l'international. bilan d'orientation. C'est un bilan d'orientation scolaire et professionnelle qui peut évoluer. Par exemple, si on est face à une personne qui est dans une problématique de reconversion professionnelle, donc ça va rentrer dans un bilan de compétences et connaître vraiment sur quel est le métier, quelle est la voie qu'il devra suivre dans sa vie, et ça nous donnera des proportions et il verra plus clairement sans un éventail de choix devant lui, et il saura quel est le métier où il devra faire beaucoup d'efforts pour réussir et quel est le métier qui est à sa portée, où il va réussir sans s'épuiser. C'est une sorte de QCM, des questions et des réponses. Alors, comment que ça se passe? C'est différent. Donc, il y a des tests des matrices. Donc, si on est sur l'aptitude intellectuelle, donc c'est des matrices de raisonnement logique. Par la suite, quand on va vers les intérêts professionnels, on a des situations sur lesquelles il devra répondre. Donc, des situations de métiers différents. Donc, où il devra faire des choix. Donc, où il y a parfois des questions, donc des genres de QCM. Et aussi où la première réponse est très importante. Donc, il ne devra pas réfléchir longtemps. Donc, c'est instinctif. Et maintenant, on a évolué dans les tests psychométriques. C'est plus des tests psychométriques qui comptent en millisecondes la réaction de l'individu. Donc, c'est vraiment en instantané parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui aide aussi à développer tous les types de sciences humaines et qui permet d'avoir une valeur sûre. Donc, même le degré d'erreur, il est vraiment très, très minime. Donc, on est à moins de 5% de degré d'erreur dans le choix et dans l'évaluation de ses intérêts professionnels et scolaires. Alors, ce bilan s'adresse à qui exactement? À quel âge on peut déjà commencer à faire un bilan? Alors, ça commence déjà à l'âge de 13-14 ans et ça n'a pas d'âge par la suite. Donc, à tout moment, on peut le faire. À tout moment, dès qu'on commence à se poser des questions sur le métier qu'on fait, sur notre vie, sur est-ce que j'ai fait le bon choix, pourquoi je tourne en rang. Ça nous arrive de rencontrer des personnes qui vous disent je tourne en rang, je ne sais pas ce qui m'arrive. On se cherche. Est-ce que c'est l'environnement professionnel dans lequel que je vis qui ne me correspond pas? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix de métier malgré que j'étais premier de ma promo, malgré que j'ai bien évolué dans ma carrière, mais là je sens que je ne donne rien. Donc sentir qu'on est arrivé à un seuil d'incompétence aussi fait qu'on a besoin de faire ce type de bilan. Alors ce type de bilan, c'est pour avoir un résultat sur le secteur d'activité, pas forcément sur le métier dans lequel on est. Alors ça donne les deux. Exceller. Ça nous donne le secteur et les métiers aussi sur lesquels on va exceller, et ça nous permettra de faire le bon choix. Et si on hésite par exemple pour une inscription dans tel ou tel institut, on fera notre choix plus facilement. Et il ne se base pas sur les notes scolaires? Non, du tout. Ça n'a rien à voir avec les notes scolaires. Donc le système quantitatif qu'on a malheureusement dans l'évaluation impacte négativement le choix de nos métiers et de nos choix de vie. Donc, pour sortir de cet environnement quantitatif, on va vers cette évaluation qui est qualitative, qui parle à la partie intérieure de l'individu et qu'on fait ressortir et qu'on exploite pour choisir son métier et connaître ses intérêts scolaires et professionnels. Alors, et comme il a dit le téléspectateur, il a insisté à la fin sur l'aspect pécunier ou l'argent. Oui. Donc il faudrait, comme on est dans une émission de Ma famille, ma vie, il ne faut pas s'arrêter, et on ne le dit jamais assez, il faut tirer la sonnette d'alarme sur les écrans et sur le contenu, comme on a déjà parlé, on va parler encore. Pourquoi? Parce que ça reste l'influence. Il y a de plus en plus d'enfants qui disent « je veux travailler influenceur, youtubeur ». Bon, il y a des influenceurs qui ont des métiers, qui ont de la noblesse, etc. Mais facilement et pour gagner de l'argent. On en voit autour de nous, nos enfants, hein, on veut pas, par rapport à l'orientation professionnelle justement, ils ne veulent pas se casser la tête pour avoir beaucoup d'argent. Ils voient autour d'eux qu'il y a de l'influence facile
pour beaucoup d'argent. Exactement. Et c'est là l'intérêt de ces tests psychométriques qui vont permettre à l'enfant d'être face à lui-même. Donc c'est un miroir pour lui. Donc quand il verra ces résultats, il va être coopératif et il saura que déjà on l'a écouté, que c'est un inventaire de sa personne, ce n'est pas l'inventaire de quelqu'un d'autre, et qu'il a le choix des métiers et avec des proportions différentes. Donc lui-même va choisir ce qui va lui correspondre. Et arriver à se faire de l'argent ne dépend pas d'un métier, dépend de l'individu. C'est une ressource interne à la personne. Donc on peut faire tous, par exemple, tel ou tel métier, mais la réussite est différente d'une personne à une autre. Dans la même famille, on peut avoir des groupes, par exemple, de médecins, des familles de médecins, mais ce n'est pas tous qui vont avoir la renommée. Et la même chose, par exemple, pour des personnes qui ont fait de la formation professionnelle. On a des familles de peintres, mais il y a un qui est plus distingué par rapport à un autre, parce qu'il y a tout le savoir-faire, il y a tous les types d'intelligence aussi qui font partie de l'individu et la passion. Donc tout ça est évalué dans ces systèmes d'évaluation psychométrique qui permettent d'avoir un bilan de l'individu où il va se retrouver et ça va lui parler et à tout moment il pourra revenir vers ça. Donc c'est comme une cartographie qu'on gardera à vie et ça nous permet dès qu'on est dans un moment d'hésitation et de choix de formation, par exemple même dans des formations de courte durée, de se dire oui, attends, ça me correspond, ça me correspond pas. Donc je ne vais pas perdre mon temps, je ne vais pas perdre mon argent dans tel ou tel métier, alors que je sais que je suis fait plus pour ça et je vais m'épanouir dans tel métier. Et justement, ce genre de bilan, est-ce qu'on le fait, parce que ça existe forcément sur Internet, comme les bilans comme les tests QI et ce genre de choses, il faut le faire avec un spécialiste? Il faut le faire avec un spécialiste qui est agréé, qui est certifié pour ces méthodes et éviter tout ce qu'il y a sur Internet, parce que ce qu'il y a sur Internet, les tests par exemple de QI qui existent sur Internet, c'est des tests qui sont tombés dans le domaine public, donc qui n'ont plus de valeur scientifique. Il n'y a plus de recherche sur ces tests, donc il n'y a aucune valeur scientifique. Donc un test pour qu'il ait cette valeur scientifique, il y a des études qui sont faites, il y a un étalonnage qui est fait, qui est établi, qui correspond à la population dans laquelle on vit, à la population géographique aussi, donc, et à la culture du pays. Donc il est important d'avoir des tests qui sont homologués à l'international, qui ont une valeur scientifique et s'éloigner de tout ce qui est charlatan, de tout ce qui est tests qui sont tombés dans le domaine public sur Internet. Alors, est-ce que pour les parents, c'est surprenant de voir le résultat? Bon, j'imagine que pour l'enfant, non, parce que c'est en lui, donc il n'est pas forcément surpris par le résultat, mais pour les parents? Alors, la surprise, elle est pour les deux. Ah, d'accord. Pour les parents et pour l'enfant. Parce que l'enfant, il a été impacté par ses parents, par l'environnement social, scolaire. Donc là, il se retrouve face à lui-même et il se dit « Ah, j'ai tel et tel intérêt pour tel et tel métier », parfois même pour des proportions qui vont être moindres par rapport à d'autres, où il pensait lui-même qu'il était plus fait pour tel métier que par rapport au métier qui est ressorti dans l'évaluation. Donc là, il y a la surprise. Et la surprise des parents aussi, elle est faite parce que du fait que parfois ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient espéré, prédit pour leurs enfants, qui ne correspond pas à leurs intérêts à eux. Donc, il y a de la déception. En fait. La déception. Des fois, oui. J'ai eu une fois une personne qui me disait « Ah non, mais ça ne correspond pas du tout à notre famille. On est une famille de tel métier. Moi, je voyais ma fille faire tel métier et s'installer à son compte. Et là, elle rentre dans un autre schéma. Et ce schéma, des années après, 10 ans après, c'était le schéma qui lui correspondait. » Voilà. Donc, il est très important d'écouter nos enfants, d'écouter nos jeunes, d'écouter leurs intérêts et de faire confiance à ces méthodes scientifiques. Et j'insiste beaucoup que ce soit des méthodes scientifiques homologuées à l'international, qui sont reconnues à l'échelle internationale. Ce n'est pas n'importe quel test, ce n'est pas n'importe quelle personne qui est habilitée à faire ce type d'évaluation. Et aussi pour aider par exemple pour l'orientation professionnelle avec les tests, mais la bonne idée ce ne serait pas d'aller voir les professionnels d'un métier pour qu'ils nous parlent de leur métier, parce que souvent on se dit je veux être médecin, mais après on ne sait pas ce qu'il y a derrière la blouse blanche, derrière ce métier. Je veux être journaliste, mais on ne sait pas vraiment comment que ça se passe. Ou j'ai vu une animatrice à la télé, je voudrais être comme elle, mais après on ne sait pas comment que ça se passe dans les coulisses. Exactement.
il est très important d'avoir ces portes ouvertes sur les différents métiers, donc sur les différentes filières, sur les différentes positions qu'on a dans les différents métiers, mais aussi d'instaurer aussi un système dans notre système scolaire, d'avoir ces portes ouvertes à l'intérieur de l'école. Si on prenait le temps, une fois par mois, de recevoir un parent d'élève qui va venir nous parler de son métier. Oui. Ça va plus donner une visibilité à l'enfant, ça va valoriser les différents métiers parce qu'il n'y aura plus de sous-métiers et ça va apprendre à nos enfants à communiquer avec nous, mais avec les autres aussi. Donc ça, c'est important de l'instaurer. Aussi, sortir du schéma classique des portes ouvertes où c'est organisé à telle période, dans un système très formel, où le jeune ou l'enfant est épaté par le métier, mais il ne connaît pas les détails du métier. Oui. Donc il est important d'aller vers ces détails, instaurer le système des stages en entreprise à un âge très jeune, oui. Déjà au collège. Donc si on commençait à instaurer, au lieu de sortir du schéma classique des exposés qu'on est en train de donner à nos enfants, c'est plus un abrutissement qu'autre chose, et on encourage le plagiat, parce que c'est du copier-coller sur Internet. Et puis avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on pose la question et on a tous les résultats. On a tous les résultats, exactement. Donc là, il est très important, au lieu d'aller vers ça, d'aller vers des stages en entreprise, courts de 2 jours, d'une journée, où ce jeune adolescent va découvrir les différents métiers, va découvrir les différentes positions dans une entreprise, va découvrir la réalité du terrain, oui. Et il va se construire une image plus claire de ce qu'il va faire, de ce qu'il veut faire. Il va découvrir les différents métiers, surtout les nouveaux métiers qui n'existaient pas auparavant. Les parents ne sont pas au courant, donc il va découvrir aussi ce type de métier. Très bien. Et puis un dernier conseil pour les téléspectateurs, les parents Alors, je dirais apprendre à écouter vos enfants, vos jeunes, une écoute active, attentive. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc entre nous parents et enfants et adolescents et jeunes aussi, ne pas être exigeant avec nos enfants sur des choses qu'on n'a pas pu réaliser soi-même. Donc chacun a sa voix, chacun a sa manière de faire, et la réussite, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un type d'étude. La réussite peut être à différents paliers, et c'est à nous de la construire. Donc, et là, comme on est en période de baccalauréat, le bac, c'est une étape dans la vie, c'est une clé parmi les clés de réussite, mais ce n'est pas la seule clé. Et il ne faut pas dénigrer non plus la formation professionnelle. Exactement, oui. Qui est très importante, et on voit maintenant beaucoup de personnes réussir et s'épanouir dans la formation professionnelle. Exactement. Docteur Walipian, vous voulez réagir par rapport à Oui, moi je dirais qu'il faut écouter la communication, et c'est la clé en fait de la réussite de l'avenir de nos enfants. Exactement. Voilà. Et justement, avec vos enfants, ça se passe comment? Écoutez, c'est la même chose. Écoutez, ça ne veut pas dire que je suis médecin, que j'imposerai à mes enfants. Je n'ai jamais imposé. Et au contraire, ils ne sont pas du tout pas scientifiques, mais pas dans j'ai des 2 grands qui sont complètement, qui ont eu leur bac, et qui n'ont pas choisi ni médecine, ni pharmacie, ni les études, on va dire, médicales. Ils sont complètement dans autre chose. Voilà. Donc, et je respecte, c'est pas obligé. Donc voilà, chacun a sa conviction. Des fois, c'est un don. On vit aussi de son don, de sa passion. Et l'essentiel, c'est de s'épanouir et de voir son avenir meilleur et épanouissant. Voilà. Très bien. Et tout de suite, nous passons à la partie conseils pratiques avec vous. Nous allons parler de la varicelle juste après le jingle. Alors, les boutons de varicelle sont une source d'inquiétude pour les parents, et c'est le grand retour de la varicelle. Il y a de plus en plus de cas, on est souvent inquiet, mais qu'est-ce que la varicelle exactement? Alors la varicelle, on est en plein épidémie, effectivement. C'est vrai qu'on en voit des cas, mais cette période est propice à la varicelle. À chaque année, à la même période, début d'été. Qu'est-ce qui fait justement que c'est la période? En fait, c'est juste que c'est une maladie virale déjà, comme on a dit. C'est une maladie virale infantile éruptive, qui veut dire que elle est à expression cutanée. C'est la peau, c'est directement, on voit la peau, des petits boutons qui apparaissent. Parfois, elle est précédée par une fièvre, une fatigue, l'enfant n'a pas d'appétit, il a des yeux qui larmoient. Oui. Pardon ? Écoulement nasal aussi. Voilà, tout à fait. C'est une maladie toute
toute maladie virale donnerait des signes aussi ORL. Les maladies éruptives infantiles, souvent, commencent par une petite fièvre, un écoulement nasal, un mal de gorge, un enrouement, et puis comme hop, une grippe, c'est exactement, c'est viral, c'est un virus, sauf que ce virus, il va s'exprimer autrement en plus, il va donner des signes cutanés, c'est les petits boutons qu'on appelle les vésicules, comme des petites cloques qui se remplissent d'eau un peu partout sur le visage, le cuir chevelu. Ça gratte énormément, donc ça démange avec des démangeaisons, un prurite on appelle ça. Et on peut les avoir au niveau de la bouche aussi, des lèvres. Donc on a une éruption aussi cutanéo-muqueuse au niveau des parties intimes chez les petites filles, les garçons. Voilà, on en voit le plus on dit que c'est une maladie infantile, mais on peut voir rarement chez les adultes où l'expression est beaucoup plus importante, virulente, ça peut être aussi grave entre guillemets, mais voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser nos enfants se coller aux d'autres enfants, c'est pour éviter qu'ils la fassent plus tard. Justement, voilà. Il faut les laisser coller. Comment ça s'attrape? Alors, ça s'attrape, comme j'ai dit, c'est une maladie virale, par les gouttelettes de salive, déjà, voilà. Et voilà, c'est c'est dans l'air, c'est un virus dans l'air, les gouttelettes de salive. Et pendant la période où l'enfant est fébrile. Où il y a encore une éruption, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'éruption des vésicules, et au fur et à mesure, il y a d'autres vésicules qui apparaissent, et d'autres vont sécher et vont disparaître. Donc l'éruption ne se fait pas d'un seul coup? Pas d'un seul coup. Il y a plusieurs salles. On appelle ça, c'est des âges, les vésicules ont des âges. Le premier âge, c'est la rougeur et la petite vésicule ou la cloque qui apparaît. Ensuite, soit elle va exploser ou elle va éclore, il y aura la croûte qui va apparaître. Ensuite, il y aura la cicatrice, donc c'est le dernier âge. Et à partir du moment où on a l'apparition de d'autres boutons, donc plusieurs âges. Une fois que l'éruption est finie, c'est là où la contamination s'arrête. Donc l'éruption peut prendre combien de temps? L'éruption va prendre 1 semaine à 10 jours. Donc on peut avoir des éruptions, plusieurs pendant 1 semaine. Exactement, oui, plusieurs. Une éruption, c'est-à-dire plusieurs, on va dire, le moment de l'éruption. Voilà, jusqu'à finir complètement sur tout le corps. Mais il faut savoir que la contamination peut se faire juste avant l'éruption, c'est-à-dire pendant le temps d'incubation. Voilà, c'est le temps d'incubation qui est de quelques jours aussi. On va dire 1 semaine à 10-15 jours, où l'enfant le virus est là, porteur du virus, et voilà, est porteur, donc il va être contagieux. Voilà, il est porteur. Alors, on parle de la varicelle. Si vous avez des questions, et on va tordre un peu le cou aux idées reçues aussi par rapport à la varicelle. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à nous poser vos questions au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc, comme on l'a dit, ça peut commencer. Donc, si le premier jour, on ne voit que 2-3 boutons, il faut se dire que ça risque d'augmenter avec le temps. Ça augmente très vite, généralement. Voilà. Ça va très vite. Et pour la fièvre, à ce moment-là? Alors, pour la fièvre, il faut donner des antidouleurs ou des antipyrétiques. Du paracétamol. Du paracétamol, tout simplement. Pas d'anti-inflammatoire, encore une fois. Il faut, contrairement aux idées reçues, ne pas toucher les vésicules. Il faut laisser. Non, il faut donner des bains pluriquotidiens, des douches. On va dire. On dit qu'il ne faut pas se doucher, il ne faut pas. Au contraire, c'est pour éviter justement. Pourquoi? Parce qu'il y a des complications. Et les complications les plus souvent retrouvées, c'est les complications de surinfection cutanée. Il faut savoir que la peau, on a des microbes. Donc, si on ne se lave pas, ce microbe va aller sur la vésicule et va l'infecter. Elle s'infecte, donc c'est là où elle va creuser, elle va laisser des traces. Il faut couper les ongles aux enfants parce que c'est là où ils vont se gratter. Voilà, ils vont se gratter, ils vont vouloir se gratter et creuser la croûte qui va surinfecter et va laisser une trace qui sera indélébile. Généralement, elle est là, la cicatrice. Donc, il faut donner des bains quotidiens. Pourquoi? Parce que ces bains vont apaiser ces démangeaisons et vont éviter la surinfection. Donc, bain ou douche? Un bain, tout simplement. Bon. Pourquoi? Parce que ça commence par le cuir chevelu aussi. On a des lésions au niveau du cuir chevelu, des oreilles, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. C'est une maladie bénigne, généralement. Les complications, comme on a dit, c'est la surinfection. On peut avoir des signes ORL, des signes pulmonaires. C'est très rare, mais on peut avoir des complications, on va dire, respiratoires, des méningites, quel etc. Quel type de savon il faudra utiliser? Justement, vous allez poser la question. On va utiliser des solutions antiseptiques après avoir douché l'enfant. Un savon neutre. Donc, un shampoing habituel, il n'y a pas de souci. Exactement, tout à fait. L'essentiel, c'est l'eau, qu'elle ne soit pas chaude.
faut qu'elle soit tiède. Pourquoi? Parce que déjà, c'est inflammatoire. Donc, l'enfant, il a des sensations de cuisson, de chaleur. Donc, de l'eau tiède dans sa baignoire. Ça va l'amuser. Il va oublier un petit peu et ça va l'apaiser. Ensuite, sécher. Tamponner avec une serviette propre et mettre une solution antiseptique type exomédine. Voilà. C'est plus l'éosine. Voilà, l'éosine aqueuse. C'est plus voilà. Plein de taches rouges comme ça. C'est l'exomédine, type voilà l'exomédine et mettre des crèmes aussi apaisantes, anti-démangeaison. Que ça démange. Est-ce qu'on donne un traitement pour les démangeaisons? On donne un sirop antihistaminique, voilà, pendant la durée de l'éruption. Par voie orale. Par voie orale, tout à fait, tout simplement, voilà. Et puis soigner symptomatiquement les écoulements nasaux, l'écoulement nasal, la toux par des moyens bien sûr tout simples, des tisanes chaudes, boire beaucoup d'eau et repos, voilà. Ne pas laisser l'enfant, s'il est scolarisé, aller à l'école. Pas pour l'éviction, bien sûr, l'éviction scolaire, c'est pour lui parce qu'il est fatigué. Mais une fois que la fièvre passe et tout, il peut reprendre. Voilà. Mais disons, avec la saison estivale qui arrive, surtout quand on a un adolescent un jeune adolescent qui fait une varicelle, qui n'a pas fait la varicelle est-ce qu'il peut partir justement, est-ce qu'il doit s'exposer au soleil parce qu'on a évité l'exposition. Voilà, il faut éviter l'exposition le temps de la cicatrisation qui durera 15 jours. Ouais. Voilà. Ensuite, il peut se baigner le plus normalement du monde, mettre de l'écran total, qui va apaiser, parce qu'il y a des écrans totaux qui sont apaisants, c'est des crèmes émollientes. Et il pourra partir à la plage le plus normalement du monde. Est-ce qu'on peut faire une deuxième fois la varicelle? Alors, il y en a qui disent que j'ai fait la varicelle 2 fois normalement quand on l'a fait, parce que il faut savoir que le virus de la varicelle, c'est l'herpès virus. Une fois qu'il est dans le corps, on développe une immunité, voilà. Et on a une chance de faire un zona après avoir fait la varicelle, parce que c'est la même famille. Mais 2 fois, la varicelle, ça reste à confirmer, à voir est-ce que réellement cet enfant a fait réellement une varicelle. Parce qu'à un moment donné, on disait aussi, que si l'enfant fait une varicelle et si la maman n'a pas fait cette varicelle, elle risque de faire un zona. Donc, est-ce que automatiquement elle peut faire un zona ou c'est dû à autre chose si elle a normalement, elle l'a fait. Si elle fait un zona, c'est qu'elle a déjà fait voilà, parce qu'il faut savoir que le virus de la varicelle, qui est le virus de l'herpès, il va se loger dans des petits noyaux ganglions, on va dire, et va apparaître en forme d'herpès, c'est-à-dire l'herpès labial qu'on voit, et de zona, à partir où la personne est en immunité très basse, où elle va développer ce zona. Voilà. Et justement pour les femmes enceintes qui n'ont pas fait la varicelle, à ce moment-là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Pas pour le bébé, parce que ça n'a rien à voir avec la toxoplasmose ou plutôt la rubéole. On parle de maladies contagieuses. C'est pour elle, en fait, parce que c'est un adulte. Elle est en immunodépression. C'est une femme enceinte qui a une immunité un petit peu réduite. Donc, qu'elle fasse attention. Et si elle l'attrape, il faudra bien sûr surveiller son état général et surveiller l'état cutané. Voilà. Alors si on a un neveu ou une nièce qui fait la varicelle et puis on a un bébé à la maison de moins de 6 mois, est-ce qu'on l'expose à la varicelle ou on essaie d'éviter parce qu'il est trop jeune? Oui, on a vu des bébés avec la varicelle, mais c'est vrai qu'ils sont moins exposés. Pourquoi? Parce qu'ils sont protégés surtout quand ils sont allaités. Et on profite de l'occasion pour dire que l'allaitement maternel est très important. Il faut le promouvoir. Voilà, c'est la première protection. Pourquoi? Parce que la maman, elle a les anticorps contre ces maladies infantiles qui apparaissent. Donc, mais sinon, on a vu des bébés de 2 mois. C'est très rare, des bébés de moins de 6 mois à avoir la varicelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un de la fratrie qui a eu la varicelle. Mais il faut surveiller. On a dit que c'est une maladie totalement bénigne, avec des complications qui sont très rares. Oui, exactement, mais ça peut stresser aussi les parents. Ça stresse. De voir son enfant souffrir, surtout que se ça gratter, fait mal, se gratter et tout ça. Donc pour les parents, ils sont un petit peu démunis et souvent les parents se disent « je veux avoir cette maladie à la place de mon enfant. Je veux souffrir à sa place ». Mais c'est pas évident parce que qui va s'occuper de l'autre? Qui va s'occuper de l'autre, finalement. Les parents ont intérêt à se protéger pendant cette période. Et surtout la période d'incubation La période d'incubation, sachant qu'ils ont été déjà, d'ailleurs souvent on demande est-ce
aux parents, aux grands-parents, est-ce que le papa ou la maman a eu la varicelle? Si le papa ou la maman n'a pas vu la varicelle, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'attendre à la faire, il faut, voilà, tout Est-ce simplement. qu'on évite, par exemple, on va dire que le papa ne l'a pas fait, parce que la maman, c'est pas évident, elle ne pourra pas se détacher de son enfant ou le laisser le père. Bon, c'est ce que je pense. Après, voilà. Éviter, c'est Est-ce que le père va dur. prendre ses valises et puis partir chez maman le temps que C'est la pas une varicelle solution, parce que si toutefois il ne l'a pas fait, donc il risque de la faire à n'importe quel moment de sa vie, n'importe quel âge. Donc autant qu'il la fasse le plus tôt possible. Si c'est un jeune papa ou un papa assez âgé, quand même, ça sera plus compliqué. Donc chez l'adulte, peut-être pas. D'accord. Donc chez l'adulte, ça peut être compliqué, comme ça peut passer inaperçu. Bien sûr, ça peut passer inaperçu, non, parce que chez l'adulte, on Ça a va vu gratter. l'éruption. Ah oui, ça va gratter beaucoup et ça laisse beaucoup de. C'est spectaculaire, c'est spectaculaire. Oui, c'est Est-ce que c'est spectaculaire. dû au fait qu'en tant qu'adulte, donc la sudation elle est plus importante, donc ça va. C'est pour ça qu'on En va fait, être. c'est l'immunité. On dit que l'immunité des enfants, parce que l'immunité de l'adulte, elle diminue avec l'âge, et l'immunité de l'enfant, elle est en pleine progression. Donc c'est par rapport à ça. On est plus faible finalement par rapport aux enfants. Oui. Voilà. Ça veut dire que les maladies infantiles, quand elles touchent les enfants, ça va. Parce Ils sont qu'ils plus ont aptes. l'immunité. Ils sont plus Voilà. aptes à supporter cette maladie. C'est pour ça que voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut laisser nos enfants au contact des autres. Bien donc, sûr, bien sûr. éviter de les Bien mettre sûr. entre quatre murs Voilà. et en face des oui. écrans. Exactement. Il faut les laisser développer qu'ils tout côtoient. ce qui Oui, concerne. tout à fait. D'ailleurs, l'enfance. maintenant, les enfants, il faut les exposer de plus en plus aux allergènes, de plus en plus jeunes, aux allergènes extérieurs, les emmener dans des fermes, dans les forêts, le pollen, etc. Alors, de qu'avant, plus en on plus faisait jeunes. très attention, on aseptisait un petit peu la maison, même pour, par exemple, pour la diversification, pour donner Oui. des œufs et tout ça, c'était des calculs. Attention, pas avant cet âge-là et cet âge-là. Maintenant, parce c'est qu'on avait tout peur à de la tout ça. fois et le plus tôt possible. Voilà, pour éviter qu'ils développent des allergies. Justement, oui, tout à fait. En fait, c'est pour qu'ils développent leur immunité. Oui. Plutôt, c'est pour éviter de faire des allergies retardées qui seront beaucoup plus graves et beaucoup plus compliquées à soigner. Alors, Voilà. pour l'éruption dans les muqueuses et surtout dans la bouche, à ce moment-là, l'enfant, à ce moment-là, Il n'arrivera pas à manger. Il n'arrivera pas à manger, il va de plus en plus souffrir. Donc, est-ce qu'on lui donne un bain de bouche? Comment on fait? Oui, on peut donner tout simplement du bicarbonate, se rincer D'accord. quand ils sont plus grands, se gargariser, se rincer avec des compresses. Et À quand partir ils de sont 5-6 tout ans, ils petits, savent le faire, donc oui, on ils peut savent le le faire facilement. Quand ils sont tout petits, c'est à nous de le faire. Puis il y a le développement, parce que c'est une immunodépression, donc développement d'aphthose, parfois des champignons, donc on donne des solutions contre ces aphtes et essayer de donner une alimentation tiède, pas chaude. Pourquoi? Parce que ça gênerait, parce que la muqueuse elle est très fragile. Donner quelque chose de boire frais de frais, pourquoi pas, Une bien glace, sûr. c'est possible? Pourquoi pas, bien sûr. La glace n'est pas On ne sait jamais, on se dit la interdite. glace, ça va plutôt... Non, la glace c'est bon, augmenter. il faut donner la glace, mais il faut toujours faire suivre la glace avec une eau à température ambiante. Voilà. D'accord. Pourquoi? Parce que le streptocoque aime le froid. D'accord. Donc il peut se figer et donner une angine. Donc voilà. Très bien. Un dernier conseil aux parents pour les rassurer. Ça va être Rassurez-vous, difficile. c'est Comme à l'aide. passager, c'est passager. Pour ceux qui demandent est-ce qu'il y a des vaccins, bon, chez nous, il n'y a pas de vaccin, mais ailleurs, oui. Donc, oui, vous pouvez faire ce vaccin. Il existe. Le il vaccin existe. pour la Mais varicelle, si oui. toutefois on a la varicelle, il ne faut pas s'inquiéter. C'est des petits boutons. Quand on est dans le doute, il faut consulter et suivre les conseils de son médecin et attendre que ça passe. Voilà. Voilà. Et rassurer Tout aussi les simplement. parents. Oui, Ah oui. bien sûr. Quand on rassure, en fait, l'enfant, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. En fait, quand on est dans la pédiatrie ou la chirurgie pédiatrique, on a surtout affaire aux parents. Donc, on est obligé de rassurer les parents. C'est les parents qu'il faudrait plus rassurer que l'enfant. L'enfant, il est là, il subit. Il subit. Voilà. Oui. Tout à fait. Et d'après l'inquiétude du parent, c'est à ce moment-là Voilà. qu'il va avoir l'impression que c'est grave ou c'est pas grave. Donc il faut Exactement. savoir réagir face à l'enfant Voilà, aussi. Il faut avoir une exactement. attitude sereine. C'est la Sereine, posture parentale voilà, qui s'il est faut- importante. Exactement, tout à fait. Donc, ça passe, c'est une maladie infantile passagère. Et comme toutes les autres maladies infantiles, il faut le faire. il faut que l'immunité se fasse. Très bien. Tout simplement. Voilà. Merci Dr Sabrina Oueliken, vous êtes chirurgienne pédiatre, merci pour votre participation. Merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous aussi Dr Samira Fekrach, vous êtes psychologue, directrice générale d'un centre de recherche et d'application psychologique. Merci pour votre participation. Merci. Et quant à vous, je vous remercie pour votre participation aussi, pour les appels qu'on a reçus et pour vous qui êtes jusqu'à présent en face de votre téléviseur. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Et puis à demain en direct, toujours sur Canal Algérie à partir de 10h30. Au revoir.